Le consommateur d'une tasse de café ignore fort probablement les répercussions sociales, culturelles et écologiques du breuvage qu'il prend tous les matins. Entre ce qui se passe au sein d'une famille de petits paysans caféiculteurs des montagnes mexicaines et la matière première, le café qui parvient jusqu'à nous, sous diverses formes et présentations, il y a un immense univers qui nous sépare, celui de la mondialisation et du commerce du café. Le commerce du café est emblématique de la mondialisation. Sa production se fait exclusivement au sud, dans la ceinture intertropicale, mais sa transformation et sa commercialisation sont très largement dominées par les pays du Nord. En amont de la filière, ce sont 25 millions de caféiculteurs qui travaillent pour produire du café dans plus de 80 pays situés de part et d'autre de l'équateur, en majorité sur de petites exploitations de moins de 5 hectares. En aval, à l'autre bout de la filière, ce sont 500 millions de consommateurs qui achètent et boivent du café. Entre ces deux extrémités, les chaînons intermédiaires sont plus resserrés et ne regroupent que très peu d'acteurs. Seules 5 sociétés de négoce, Neumann, Ecom, Olam, Louis Dreyfus, Volcafé, réalisent près de 40% des achats de café. Et 10 firmes, qui sont 10 torréfacteurs, Nestlé, JDE Peet's, J.M. Smucker, Starbucks, Strauss, Lavazza, Melita, UCC, Chibo et Mondelez contrôlent plus de 50% de la torréfaction mondiale du café. Les sièges sociaux de ces entreprises se situent presque tous dans les pays consommateurs, essentiellement aux États-Unis et en Europe. L'entreprise Nestlé produit à elle seule plus de 50% du café soluble mondial. Avec ses nombreuses marques, Nescafé, Nespresso, Coffee Mate, elle représente un chiffre d'affaires de 19,5 milliards de dollars. Plus en aval, la vente du café s'effectue en grande partie au travers des chaînes de la grande distribution, Leclerc, Carrefour, Auchan, Casino, Intermarché, Aldi, Lidl, Super U, une distribution qui est aujourd'hui de plus en plus internationalisée. En bout de course de ce commerce, on trouve 500 à 600 millions de consommateurs. Dans cette filière, désormais largement dominée, par l'aval, la part du prix payé par le consommateur final, qui revient au producteur de café, apparaît de plus en plus réduite. Encore de l'ordre de 20% dans les années 70, elle n'est plus que de 15% en 2007 et de 6 à 8% en 2020. La filière café fonctionne surtout au profit des intermédiaires et, pour cette raison, elle est l'une des plus concernées par le commerce équitable. Mais celui-ci porte sur moins de 2% des échanges mondiaux de café et sur moins de 1% des achats français. Comment la filière est-elle organisée ? En amont de la filière, la production de café réclame une main-d'œuvre abondante. Fournie par des salariés sur les grandes exploitations brésiliennes ou guatémaltèques ou par les familles comme sur les petites plantations paysannes mexicaines. Mais même chez les petits producteurs, le moment de la récolte venu, il est parfois difficile de réaliser la cueillette sans faire appel à un peu de main-d'œuvre extérieure. Car la récolte des cerises de café concentre à elle seule environ 70% du besoin annuel de main-d'œuvre dans des exploitations caféières. Dans la grande majorité des cas, cette récolte a lieu à la main, par la méthode du picking, cosecha selectiva en espagnol, qui consiste à sélectionner seulement les cerises ayant atteint la maturité complète. Cette technique, particulièrement chronophage, puisqu'elle nécessite plusieurs passages, est essentielle pour conserver la qualité finale du café. En comparaison avec d'autres cultures commerciales, comme le riz et la canne à sucre, la caféiculture demande beaucoup de main-d'œuvre. Environ 50 personnes pour 100 hectares de café cultivé, contre 15 pour le riz et 10 pour la canne à sucre. L'arabica et le canephora sont les deux espèces de café cultivées à travers le monde. Parmi les variétés de l'espèce canephora, le robusta est la plus connue et son nom est généralement évoqué pour désigner l'espèce. La production se divise aujourd'hui en 3 grands schémas.
Les exploitations modernisées, de plein soleil, tournées résolument vers des pratiques intégrant une forte consommation d'intrants, de produits industriels de synthèse. Les toutes petites exploitations, qui fonctionnent en polyproduction, avec du café sous ombrage et bien souvent avec un très faible rendement. Ensuite, les organisations de producteurs réunies en coopératives commercialisant quasi exclusivement du café bio. Dès les années 1960, au Mexique, ont démarré les premières expériences de caféiculture en biodynamie, à la Finca Irlanda, dans le Chiapas. Puis les expériences des premières coopératives de producteurs, comme Ussiri, à l'origine de la création du commerce équitable dans le monde, avec notamment le label Max Havelaar, ont conduit à la mise en place des réseaux de distribution de ce café labellisé à travers les pays européens et l'Amérique du Nord. Des coopératives comme Ismam, Majumut et une trentaine d'autres ont suivi et ont adopté la transition vers le bio dès les années 1980. De façon générale, le café produit de manière intensive est encore bien présent. L'intensification est encore forte et toujours mise en avant par les gouvernements des pays producteurs. Les cafés issus de ce type de culture en plein soleil, avec des hybrides hautement productifs, à bas coût, sont produits au final au détriment des petits producteurs qui conservent des techniques moins rentables et doivent s'orienter vers des productions de qualité. Le café vert ou café oro pour les hispanistes, le green pour les anglo-saxons, s'échange sur les marchés internationaux entre pays producteurs et importateurs. L'arabica est coté sur la bourse de New York, tandis que le robusta sur celle de Londres. Ces cours de bourse servent de référence de prix aux vendeurs et acheteurs de café, auxquels peuvent se rajouter des primes dues à la qualité, à l'origine, aux certifications équitables, biologiques ou durables. L'achat de café vert peut s'effectuer selon des contrats de gré à gré ou bien des contrats à terme. Autrefois, le négoce était représenté par de nombreux négociants. Aujourd'hui, il est entre les mains de quelques multinationales. Pour les petits producteurs, c'est-à-dire pour 80% des caféiculteurs, pour tous ceux qui ne sont pas organisés en coopérative, le problème est celui des intermédiaires, appelés coyotes au Mexique, des gens qui essaient de payer le café au prix toujours le plus bas possible. Aujourd'hui, et ce depuis 1989, avec la fin des accords internationaux du café, AIC, et suite à la libéralisation du marché du café, la filière a subi l'influence croissante des torréfacteurs qui a dépassé l'influence qu'avaient jusque-là les négociants. Dans une chaîne normale, comment ça se passe? C'est que les producteurs en général vendent à un acheteur, un commerçant qui passe dans les villages et qui achète les cafés au fur et à mesure de la récolte. Bien souvent, ils les achètent à vil prix. Bien souvent, ils ont réussi à vendre en contrepartie d'autres produits ménagers et donc la différence de prix fait que le producteur se fait toujours un peu avoir. Ces commerçants vont revendre à un autre commerçant un peu plus gros, souvent basé dans les ports, et ce gros commerçant basé dans les ports qui fait que de l'assemblage de l'eau va revendre à un exportateur. Donc déjà dans le pays d'origine, souvent il y a 3 intermédiaires entre le producteur et l'exportateur. Ensuite, le café est un produit, c'est une commodité qui est échangée dans le monde. Donc il y a énormément de transactions numériques, sans aucun changement d'échange de matières premières, mais uniquement les contrats de vente sont échangés en fonction des évolutions du cours de bourse. Et alors on prend souvent l'exemple d'un container de café qui partirait d'un port du Mexique par exemple, et avant qu'il arrive sur un port européen, les documents de propriété de ce container de café ont été échangés entre 30 et 32 fois pendant la durée du transport. Pour vous dire que c'est un produit qui est très spéculatif, le café. Le café vert est généralement transporté dans des sacs en toile de jute de 60 kg. Certaines organisations de producteurs exportent leur café vert dans des sacs de 70 kg. 69 kg net exactement, plus 1 kg pour le poids du sac en toile. Un seul café dans le monde est transporté dans des tonneaux en bois, le très renommé Blue Mountain de Jamaïque.
Le café vert est aussi transporté en vrac, dans des conteneurs hermétiques, généralement de 18 tonnes, mais pouvant atteindre jusqu'à 21 tonnes. Les statistiques mondiales sont données soit en nombre de sacs de 60 kg, soit en tonnes, mais elles concernent toujours le café vert, le café d'exportation. Le café voyage sur des porte-containers, transportant également d'autres marchandises, ce qui réduit le coût du transport. Le plus grand port d'exportation du café dans le monde est le port de Santos, dans l'état de São Paulo, au Brésil. Santos est aussi le port le plus important de toute l'Amérique latine. Pratiquement un tiers de la production mondiale du café transite tous les ans par ce port. Les grandes entreprises du négoce mondial du café, comme Louis Dreyfus Company, possèdent des terminaux d'exportation dans les grands ports, notamment à Santos. Au Mexique, le café s'exporte depuis le port de Veracruz, sur la côte Caraïbe, et sur la côte Pacifique, les ports de Puerto Angel et Salina Cruz pour l'état de Oaxaca ou celui de Puerto Chiapas plus au sud. Aujourd'hui, des micro-lots de café d'origine, des cafés de spécialité très recherchés parce qu'ils sont rares, sont acheminés par fret aérien. Le café vert est acheminé jusqu'aux principaux ports d'importation. Rotterdam en Hollande, Le Havre en France et surtout aujourd'hui le port de Hambourg en Allemagne qui est devenu le plus grand port d'importation du café en Europe. Dans ces ports, le café vert est stocké dans des entrepôts par les importateurs en attendant d'être vendu ou livré auprès de l'acheteur en France ou en Europe. Historiquement, la France était un pays important pour le négoce du café à travers la ville du Havre, principal port d'importation des denrées agricoles coloniales. À la fin du XIXe siècle, 46 800 tonnes de café arrivaient chaque année à bord de clippers ayant traversé l'Atlantique et 359 maisons de négoce travaillaient sur le port. Le Havre avait alors une bourse à dimension internationale qui en faisait la rivale de New York jusqu'au tournant des années 1930. Aujourd'hui, des entreprises de sourcing font de l'importation directe de café vert d'origine. Un café durable et de qualité. Ces entreprises, de taille beaucoup plus modeste que les grosses multinationales du négoce mondial, jouent un rôle essentiel dans le segment des cafés différenciés. Alors l'idée c'est justement de limiter le nombre d'intermédiaires, d'aller le plus directement possible à l'origine. Il y a toujours besoin de logistique, de transport, de gestion du dédouanement, de ces choses-là. Donc il y a toujours un opérateur qui le fait. L'idée c'est que cet opérateur-là, ce ne soit pas juste un négociant ou juste quelqu'un qui va rajouter des frais, mais quelqu'un qui va connaître le produit, qui va plus nous mettre nous en relation avec les producteurs et qui va prendre une marge logiquement, mais qu'elle soit raisonnable et que ça permette d'avoir un accès direct aux producteurs et de pouvoir donner un prix plus élevé aux producteurs. Le circuit du café vert, provenant des coopératives travaillant dans le cadre du commerce équitable, suit lui aussi un parcours beaucoup plus direct. Dans le cas d'un produit acheté par Etikable, le produit est acheté à la coopérative et c'est le container qui monte dans le bateau qui arrivera dans le stockage d'Etikable, qui arrivera à la torréfaction pour être transformé en produit. Donc là, il y a une traçabilité complète et il n'y a pas d'intermédiaire. Le grain de café vert n'a ni odeur, ni saveur, et ce n'est qu'une pâle et verte copie du futur qui l'attend sous forme de grain marron obscur. Tout l'arôme et toutes les saveurs qui nous semblent sublimées au moment où l'on boit un bon café se créent au moment où l'on torréfie le grain. Bien sûr, tout le travail et la maîtrise professionnelle du producteur jouent un grand rôle sur la qualité finale, et cette qualité initiale du grain est même indispensable à l'élaboration d'un bon café. Le grain torréfié augmente de volume, de 30% environ, alors que son poids diminue parce qu'une grande partie de l'humidité s'évapore durant la cuisson. Cette perte de poids se situe entre 15 et 20% du poids initial. Le café vert peut être torréfié selon différentes cuissons, pouvant aller de 4 minutes environ pour une torréfaction flash à presque 25 minutes pour une torréfaction lente. Le rôle du torréfacteur est d'appliquer le bon profil de cuisson. En fonction de la variété,
du terroir, mais aussi du résultat final souhaité. Une torréfaction forte peut masquer les défauts d'un mauvais café, mais elle tuera dans l'œuf les 800 arômes d'un très bon café. C'est l'étape clé dont dépendra le goût final du café. Alors on essaie d'avoir des cafés assez variés qui représentent les différentes régions et les différents terroirs pour avoir différents goûts en tasse. Donc on a des cafés qui vont être plutôt doux, plutôt aromatiques, un peu plus acidulés. On a des cafés qui vont être un peu plus intenses avec un petit peu plus de corps. Et tout ça va dépendre aussi de la manière dont on va préparer les cafés. On est très habitué en France aux méthodes expresso, pas mal de clients qui utilisent des cafetières italiennes. Donc là, ils recherchent pas mal de corps, pas mal d'intensité, sur des notes assez gourmandes généralement, la famille du cacao, réglisse, caramel, ces choses-là. Et puis on a des gens de plus en plus nombreux et de plus en plus jeunes qui vont utiliser des méthodes plus douces, soit les cafetières à piston, soit des méthodes à filtre, qui vont révéler des arômes encore plus fruités, encore plus doux. Et donc là on peut aller sur des cafés un peu différents, plus aromatiques, qu'on va torréfier un petit peu moins et qui vont exprimer encore plus de fruits, encore plus d'arômes, encore plus de complexité. Et les gens s'intéressent à ça parce qu'ils ont découvert que justement on pouvait trouver ça dans le café, que ça pouvait même être un jeu et qu'on pouvait retrouver ce qu'on a beaucoup cherché dans le vin, on peut aussi le trouver dans le café sans que ce soit non plus excessif, puisque si on regarde le prix à la tasse, on va être autour d'une quinzaine de centimes pour une tasse. Voilà, c'est peut-être 2 fois ce qu'on peut trouver en grande distrie, mais c'est pas non plus un budget déraisonnable. Donc beaucoup de gens font cet effort parce qu'ils trouvent que la qualité le vaut largement. Une fois torréfié, le café peut être laissé en grains, moulu ou déshydraté en fonction du format de consommation recherché. En 2018, les 4 premiers torréfacteurs réalisaient environ 40% du chiffre d'affaires de la consommation de café à domicile. Pour ces grands torréfacteurs, qui représentent 69% du marché, le café en grains est une matière première qui leur permet de créer des produits en jouant sur les moutures, des mélanges, les blends, les torréfactions et le marketing. De la sorte, ils ont conquis des segments de marché et ont créé des produits qui sont recherchés par les consommateurs. Le principal souci d'un torréfacteur est de recréer constamment le même produit, car le consommateur exige une qualité constante, il a ses habitudes. Les volumes traités sont très importants et il est coûteux pour ces grands torréfacteurs de modifier ces équilibres. Pour eux, il est donc primordial de disposer de café en quantité et d'une qualité la plus constante possible, granulométrie, dureté, comportement durant la torréfaction et qualité à la tasse stable. L'introduction d'une nouvelle variété est d'abord ressentie comme une menace pour l'équilibre trouvé. Chez les petits torréfacteurs, il existe des marchés niches qui utilisent la variété comme porte d'entrée. Par exemple, le Maragojip, une variété à gros grains, ou le Blue Mountain, ou aujourd'hui des cafés différenciés qui se sont hissés tout en haut de la pyramide de la qualité, comme le Geisha de Panama. Cette stratégie n'est pas celle utilisée par les grands torréfacteurs. Alors nous on est ce qu'on peut appeler un atelier boutique, c'est-à-dire qu'on va torréfier le café sur place. Donc on reçoit les sacs de café vert, les grands sacs en toile de jute qu'on stocke ici et qu'on torréfie au fur et à mesure tous les jours pour avoir un produit le plus frais possible. Et puis on le commercialise directement sur ce même lieu à travers la boutique. Donc on a fait des travaux il y a quelques mois pour réorganiser ce lieu et pour avoir davantage de place et de moyens pour mettre en avant ces aspects-là. On servait avant beaucoup de café sur place, on l'a stoppé pour le moment pour avoir justement plus de facilité pour la torréfaction et pour l'espace de vente. Après, les coffee shops sont des endroits qui vont servir du café sur place majoritairement et également à emporter, donc ils vont mettre en valeur aussi le produit et c'est vraiment l'étape ultime, c'est la préparation du café à partir du café torréfié. On est un petit peu en amont de tout ça, on est de la torréfaction jusqu'à la vente en conseillant les clients, en leur expliquant les différences et en faisant en sorte qu'ils trouvent le café de leur rêve. Prêt à être consommé, le café est distribué soit sur les circuits professionnels, soit à destination du grand public. Sur le circuit professionnel, il viendra alimenter tant les distributeurs automatiques des boissons chaudes que les milliers de cafés situés en France. À noter que de plus en plus de coffee shops torréfient eux-mêmes le café vert sur place.
Sur le circuit grand public, le café se vend de plus en plus sous forme de dosettes et de capsules alimentaires ou bien en magasins spécialisés. Curieusement, le café en grains a fait son grand retour sur le devant de la scène. C'est une nouvelle tendance visant à diversifier l'offre de vente et à vendre un nouveau type de machine à café avec mouture incorporée. Par comparaison avec le café portionnable, le café vendu en grains est 5 fois moins cher au kilo. Ce marché du café portionnable, depuis qu'il a été lancé par Nespresso dans les années 1990-2000, a conquis une très large clientèle. Aujourd'hui, les grandes surfaces ont pris le devant de la distribution, mais ce marché est entre les mains de quelques grands groupes internationaux qui ont le monopole et le plus grand pouvoir décisionnel. Toutefois, et ce depuis la fin des années 1990, la grande distribution a octroyé dans ses rayons et présentoirs une place de plus en plus importante aux cafés dits propres, cultivés dans le respect des mesures agri-environnementales et éthiques. Plus de 2 milliards de tasses de café sont consommées chaque jour, générant un chiffre d'affaires d'environ 200 milliards de dollars par an, principalement en Europe, aux États-Unis et au Brésil. Mais aussi de manière croissante en Asie, où sa consommation va de pair avec l'élévation du niveau de vie des classes moyennes. Le café est l'un des produits agricoles pour lequel la part de la production transitant par le marché mondial est la plus élevée. La plus grande part de la demande est le fait de pays du Nord, plus particulièrement ceux de l'Europe du Nord, Allemagne, Norvège, Danemark, Finlande, alors que l'offre provient essentiellement de pays du Sud. Si certains pays producteurs de café consomment eux-mêmes une part appréciable de leur production nationale, c'est par exemple le cas du Brésil, de l'Éthiopie, de l'Indonésie, une majorité d'entre eux exportent 90% ou plus de leur production nationale. C'est le cas du Mexique, qui, pour l'instant, consomme très peu de sa production nationale. Cette situation tend à évoluer et le marché national interne pourrait prendre plus d'ampleur dans les années à venir. La tendance est déjà amorcée. Les consommateurs qui ont un faible pouvoir d'achat préfèrent aujourd'hui le Robusta, bien meilleur marché, à l'Arabica. Le Robusta, il y a 20 ans, représentait 30% du café produit et commercialisé dans le monde. Cette proportion s'élève désormais à 40% et, selon les tendances actuelles, elle atteindra 50% d'ici quelques années. À l'opposé, la tendance pour la consommation des cafés haut de gamme est également en plein essor dans les pays émergents et les pays producteurs. Prenons l'exemple de la Chine. Elle est le second marché pour Starbucks et le plus dynamique au monde, avec 8% de croissance contre 3% aux États-Unis. Quant au Brésil, le plus gros producteur de la planète, avec plus de 30% de la production mondiale, il est devenu en peu de temps le 4e marché mondial de capsules et dosettes avec 800 millions de dollars de ventes, derrière les États-Unis avec près de 5 milliards, la France avec 2,2 milliards et l'Allemagne avec 900 millions. Le commerce du café, ce sont donc deux mondes, deux réalités économiques. Celui des revenus des producteurs et celui des prix payés par le consommateur. Sur toute la chaîne de cette filière café, les petits producteurs n'ont qu'un très faible pouvoir de négociation en comparaison avec celui des négociants et des grands torréfacteurs situés en aval et dans une moindre mesure des distributeurs. L'industrie du café est généralement perçue dans les pays développés comme prospère et sans histoire. Cependant, le commerce du café a beau être en plein essor dans les pays consommateurs, les prix payés aux producteurs sont tombés à un niveau catastrophique. Au début des années 1990, les recettes des pays producteurs de café étaient de l'ordre de 10 à 12 milliards de dollars américains. Alors que la valeur des ventes de café, au détail, essentiellement dans les pays industrialisés, était d'environ 30 milliards de dollars. En 2000, la valeur des ventes au détail dépassait les 70 milliards de dollars. Mais les pays producteurs de café n'en percevaient alors que 5 milliards et demi. En 2018, l'écart est encore plus important. Les prix sur les marchés mondiaux, qui étaient en moyenne de 120 cents la livre dans les années 1980, ont reculé de sorte qu'ils sont passés à 50 cents la livre en 2000,
et qu'il continue de baisser encore jusqu'en 2020, soit les prix les plus bas en valeur réelle depuis 120 ans. Cette baisse des cours du café, depuis près de 20 ans, a été dramatique pour les producteurs. Malgré tous les efforts déployés en France par certaines enseignes comme Malongo, Etikable, Alter Eco ou par certains opérateurs tels que Lobodis ou Belco, les petits producteurs restent toujours les parents pauvres de cette filière du café. Leurs revenus sont constamment en baisse, alors que la consommation et les prix payés par les consommateurs atteignent des records. Parallèlement à l'effondrement des prix du café, les coûts de production des caféiculteurs ont également fortement augmenté depuis 2010, ce qui a encore réduit leurs revenus. Dans ces pays tropicaux, où la production du café est une activité économique vitale, les crises successives et répétées du marché du café, ainsi que les catastrophes causées par le dérèglement climatique, risquent fort de porter une atteinte fatale à tous ces millions de petits producteurs dont la survie, sur ces montagnes des tropiques, dépend du prix auquel on acceptera de payer leur café, afin qu'ils puissent continuer de produire notre nectar préféré.